Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ce jeudi? Le Nasdaq, l'un des 3 indices américains, l'indice technologique qui clôture en baisse pour un 5e jour, sa plus longue séquence de défaites depuis octobre 2022. Donc, pour 5e jour, hein, donc toute la semaine, l'indice a baissé. Donc, en général, si le Nasdaq baisse, en général, le SP 500, et l'indice standard mondial, qui est aussi américain, et le Dow Jones, le plus vieil indice américain, baisse également. En général, ils se suivent avec plus ou moins pas la même volatilité. Le Nasdaq, qui est composé d'actions technologiques, a une plus forte volatilité et monte ou baisse plus que le SP 500 et encore plus que le Dow Jones, qui est un peu plus stable, qui est un indice ancien. Et donc, les marchés sont en baisse. La raison, elle est déjà connue. Les minutes de la Fed. Donc, on a eu quelques rapports qui sont sortis. Et donc, les minutes de la Fed montrent une Fed wookish. Donc, une Fed agressive et donc prudente, assez stricte. Et ça refroidit encore davantage les marchés. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, les responsables de la Fed ont déjà annoncé des baisses de taux qui, pour le coup, est à l'avantage des marchés. Les investisseurs aiment voir ça. La baisse des taux, ce qui va détendre un peu les marchés et relancer la croissance et donc les bénéfices des entreprises et donc les actions en bourse, par exemple. Mais là, en fait, on dit que même si la Fed a prévu des baisses de taux, en fait, leur évolution est très incertaine selon le procès verbal. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la Fed a bien prévu des baisses de taux, mais elle n'est pas sûre d'elle-même. Elle ne sait même pas quand elle va les baisser. En fait, tout dépend finalement des données macroéconomiques qu'on va avoir sur l'inflation. Et donc, ils ne savent pas trop s'ils vont en venir à baisser les taux parce qu'ils ne savent même pas en fait si l'inflation va réellement diminuer comme ils le veulent. Donc, en fait, là, quand ils avaient annoncé les baisses de taux, les marchés étaient très optimistes. Mais là, ils viennent un peu de casser un peu cet optimisme. Et c'est pour ça que les marchés boursiers ont chuté. Donc, voilà, c'est ce qui est résumé ici. La Fed confirme qu'il y aura bien des baisses de taux d'ici fin 2024. Voilà, donc courant l'année 2024. Elle confirme également que les taux resteront en territoire restrictif tant que l'inflation ne sera pas revenue à 2%. Mais la question est, est-ce que ce pivot annonce une récession? Donc, il y a des questions incertaines là. Donc, en fait, ils disent qu'ils vont baisser les taux, mais ils vont les laisser élever tant que ça ne reviendra pas à 2%. Donc, on ne sait pas trop en fait s'ils vont les baisser. C'est ce qu'il faut se résumer. Et donc, est-ce que ce pivot, donc le pivot de la Fed, annonce une récession? Donc, en fait, que l'économie américaine est tombée par terre. Parce qu'en fait, l'économie doit tomber, se refroidir complètement. Il ne doit plus y avoir vraiment de consommation. L'économie ne doit plus être réchauffée, on va dire, pour que l'inflation diminue. Et donc, la bonne nouvelle là, de cette annonce de baisse de taux, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça veut dire que les États-Unis, l'économie s'est complètement refroidie au point d'être une récession? Une récession, c'est 2 trimestres d'affilée du PIB en fait, négatif. Et les États-Unis ont montré des résultats plutôt solides. Donc, pour le moment, ils sont un peu loin de la récession. Donc, est-ce que ces baisses de taux veulent dire que à terme, là, dans quelques mois, ils vont arriver à faire chuter leur économie et refroidir leur économie qui va donner une récession? C'est la question qu'on se pose. Maintenant, c'est pas du tout sûr, vous voyez. Donc, on verra, en tout cas, dans les chiffres, qu'on constate là un recul des inscriptions au chômage. Donc ça, c'est pas bon déjà. En fait, pour que l'économie se refroidisse, pour que la Fed baisse ses taux et que ça satisfasse tous les investisseurs et que les marchés montent, il faudrait que l'économie américaine soit en difficulté, comme morose, on va dire. Et donc, un chômage qui augmente et une croissance une façon qui diminue complètement. Et là, au lieu d'avoir un chômage qui augmente, le chômage recule plutôt. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire que si le chômage recule, ça veut dire qu'il y a plus de gens à l'emploi, donc plus de travailleurs, pas dans le sens d'une économie solide, donc pas dans le sens d'une récession. Donc dans une économie forte, qui veut dire peut-être une inflation élevée. Et donc, le but de la Fed, c'est de casser l'inflation. Là, ce qu'on voit, c'est que l'économie est plutôt solide et donc il peut entraîner encore une inflation résistante. Vous voyez?
Donc, c'est pas une très bonne nouvelle. Ça montre pas que les États-Unis vont être en récession. Okay. Donc là, on a la masse salariale du secteur privé qui a augmenté. Ça veut dire que y a de plus en plus de gens au travail, dans le secteur privé aussi. Et normalement, quand la Fed augmente ses taux pour casser la croissance, bah, ça crée un chômage plus élevé et moins de gens, une masse salariale plus faible. Et c'est pas ce qu'on constate. On constate que l'économie américaine est vraiment, vraiment très solide. Donc, dans un sens, on peut se dire oui, que finalement, la Fed ne va pas continuer à augmenter ses taux. Parce que voilà, il n'y a pas besoin. Mais parce que l'inflation diminue bien. Mais on peut pas, voilà, on peut pas dire que l'inflation, on peut pas être garanti que l'inflation va bien diminuer parce qu'en fait, la consommation américaine ou les travailleurs sont toujours présents. Et l'économie va toujours fortement tourner et donc l'économie, entre guillemets, va rester brûlante et chaude. Ça peut alimenter une inflation persistante. Ouais, et le but de la Fed, c'est de casser cette inflation, de la refroidir, on va dire. Donc tout ça, les chiffres américains ne sont pas pour rassurer. Et c'est pour ça, justement, c'est tous ces résultats-là, ces chiffres qui sont sortis, qui ont fait baisser les actions et donc le Nasdaq, l'indice technologique. Le Nasdaq, c'est un indice qui est composé d'actions technologiques, donc actions, on va dire, à risque. En fait, c'est des secteurs de croissance pleine. Et là, quand ça se passe mal sur les marchés ou quand on a des mauvais résultats, eh ben, les investisseurs se débarrassent de leurs actions risquées. On va dire, leurs actions voilà, à forte croissance pour aller se réfugier autre part sur le dollar ou des choses comme ça. C'est ça que l'indice du Nasdaq est en train de baisser parce que les investisseurs ont quitté les actions qui les composent, les actions technologiques. Dire. Oui. Donc, voilà par rapport à ça. Et bien sûr, comment dire, lorsque on a des résultats de l'économie américaine qui est plutôt solide, avec un chômage qui recule, avec une masse salariale qui augmente, ça, en fait, ça renforce le dollar. Oui. Et en plus de ça, une Fed wokishe, donc une Fed très stricte, peut dire que finalement, elle sait pas quand elle va baisser ses taux, donc elle va les maintenir à un niveau élevé. Bah, tout ça, tous ces facteurs-là renforcent le dollar. Vous voyez? Et plus l'économie américaine se porte bien, plus le dollar est solide. Et bah, si le dollar est solide, bah, tout, comme le dollar est l'actif de référence, l'actif mondial, le dollar, en fait, et c'est pour ça que les Américains sont les maîtres du monde, on va dire en tout cas sur la finance. Enfin, ils gèrent le monde. Parce qu'en fait, ils ont fait que le dollar soit l'actif face à tous les autres. En fait, ils ont mis le dollar au centre du monde. Et c'est le dollar qui est comparé face à l'or, face aux autres devises, face aux cryptos, face à tout. En fait, c'est le dollar qui est le centre du monde. Et quand le dollar se porte bien, les autres actifs en pâtissent en face. Et donc, voilà, le prix de l'or chute alors que le dollar rebondit par anticipation des rapports de la Fed que vous voyez ici. Vous voyez, il n'y a pas que le dollar. Là, normalement, même les autres devises ont dû chuter face au dollar, l'euro, le yuan, tout ça. Et normalement, même les cryptos ont dû chuter. Et on va voir que les cryptos, c'est un cas à part. Et même les cryptos ont fortement chuté. Mais c'est pas suite à cette nouvelle-là, c'est suite à une autre nouvelle qu'on va voir plus tard. Donc les cryptos sont encore à part face au dollar, tout ça. Et voilà, en général, les autres actifs en face du dollar, elles chutent. Donc, on continue. Le pétrole pourrait décoller de 15% face au risque géopolitique sous-estimé. Donc là, il y a un risque en plus que le pétrole monte. Donc le pétrole, c'est ce qu'on appelle des matières premières. C'est le secteur, c'est le côté énergétique. Et donc si les prix du pétrole montent, c'est donc les prix de l'énergie qui montent. Ça va alimenter l'inflation. L'inflation, c'est un composant de tout ça. L'inflation, je le rappelle, c'est la hausse des prix de tout ce qui est consommable. Là, ça peut être l'alimentation, ça peut être les énergies, le pétrole, les choses comme ça. Toutes les choses du quotidien, les prix du quotidien. Et là, si le pétrole monte, ça va mettre un coup de pression encore sur l'inflation. Ça peut faire maintenir l'inflation à des prix élevés ou voir l'inflation ne pas diminuer. Et ça, c'est un sacré problème. Ça a poussé la Fed à agir encore sur les taux et essayer de continuer à casser ce réchauffement-là des prix du pétrole et du reste en augmentant encore les taux ou en les maintenant toujours autant au même niveau.
ça, en fait, c'est risqué. Parce qu'à force de les maintenir même au même niveau, même sans les augmenter, là, ils sont à des niveaux très élevés, hein, les taux, autour de 5%. Ah, au bout d'un moment, ça peut finir par faire casse, par détruire la croissance, l'économie, mais fortement. L'économie peut tomber d'un coup. Au lieu qu'elle tombe tranquillement, en fait, ce qu'on appelle en récession, donc, qu'elle tombe légèrement, que le PIB soit légèrement négatif, là, l'économie pourrait s'écrouler à force que les taux restent élevés ou augmentent. Donc ça, c'est pas bon. Les prix de l'énergie, là, restent augmentent, en fait. Ça met un coup de pression sur l'inflation et c'est pas bon pour les taux et donc pour l'économie. Cracher. Et donc, ça pourrait faire cracher les marchés. En fait, si une économie tombe par terre, c'est les marchés aussi qui... C'est ça qui met les marchés sous pression. Vous voyez, la bourse, tout ça. Donc, voilà par rapport à tout ça. Maintenant, ça, c'était plutôt la macroéconomie. Maintenant, le secteur d'avenir. Donc, l'IA, quelques informations. Hein. L'IA représentera un marché de 225 milliards en 2027. Donc, normalement, quand vous voyez ça, ça, c'est des études. Vous savez à peu près où investir, où va être la croissance sur l'intelligence artificielle. Après, vous n'avez plus qu'à faire vos recherches sur tout ce qui compose l'intelligence artificielle. Vous avez des entreprises en bourse, Nvidia, Microsoft, les GAFAM, un peu Google, voilà, Amazon, tous ceux, surtout Microsoft, hein, parce que c'est OpenAI derrière qui gère, ou Nvidia. Nvidia qui sert avec ses GPU d'entraînement de calcul pour l'intelligence artificielle. Donc ces deux entreprises-là, fortement exposées et dominent le secteur de l'intelligence artificielle. Nvidia ou Microsoft. Et même dans la crypto, vous en avez. Vous avez Render qui est l'équivalent de Nvidia, mais sur la blockchain, Render Network. Vous avez ensuite Tao Bitensor, qui est un réseau complètement décentralisé et spécialement pour l'IA. Voilà, vous avez d'autres écosystèmes comme SingularityNet. Tous ces projets-là sont liés à l'IA et ce marché va représenter plusieurs milliards, comme vous le voyez, d'ici 2027. Donc, normalement, vous avez des endroits ou des zones, des secteurs qui vont exploser, vous le savez. Et c'est écrit tout ça. Et donc, vous savez où investir si vous voulez vous exposer à une forte croissance et multiplier vos rendements, tout ça. Donc, voilà par rapport à ça. En attendant, Zuckerberg de Meta, anciennement Facebook, a vendu, lui, un demi-milliard d'actions Meta, d'actions de sa propre entreprise. Meta derrière, c'est Facebook. Ils ont changé de nom pour Meta, de l'acronyme Metaverse, puisque Mark Zuckerberg fait le pari que la prochaine tendance sociale, c'est le Metaverse. Donc Zuckerberg, là, avec son entreprise, maîtrise les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il possède WhatsApp pour la communication, Instagram pour le côté social, et même Facebook avec Messenger, tout ça. Donc il domine le secteur des réseaux sociaux. Et il parie que dans le futur, on sera dans le Metaverse, là où l'évolution sociale va aller. C'est pour ça qu'il a renommé son entreprise Meta. Et donc, là, lui, il vend des actions de sa propre entreprise pour récupérer des bénéfices. Donc, en fait, il vend ses actifs. Vous voyez. Et donc, il s'est délisté de près de 1,28 million d'actions Meta pour un montant d'environ 428 millions de dollars. Donc, il a vendu des actions pour récupérer directement pour sa fortune personnelle 428 millions qui viennent dans sa poche en vendant des actions. Il possède encore 13% de Meta, soit environ 125 milliards. Donc, imaginons qu'il vendait toutes ses parts de Meta, il récupérerait dans son compte en banque 125 milliards. Bien sûr, il ne le fera pas hein, parce que lui, c'est un entrepreneur, il veut pousser son entreprise pour plus haut et la faire dominer dans le monde. Et voilà. Et c'est assez incroyable. Hein. Vous voyez que ça paye d'entreprendre et de pousser au sommet, de la faire coter sur les marchés. Bah là, vous finissez multimilliardaire. Okay. Donc, voilà, par rapport, c'est une petite actualité, mais quand même à savoir. Donc, en tout cas, les actions européennes maintenant. Et je commence toujours par les États-Unis, l'Europe ou l'Asie. Et c'est des marchés qui importent moindre l'Asie et l'Europe. C'est surtout les États-Unis qui règnent pour la finance mondiale. Mais les actions européennes clôturent en hausse. Le détaillant Next atteint un niveau record alors que JD Sport chute de 23%. Donc, Next ou JD Sport, ça nous importe très peu. Ce n'est pas les autres qui apportent le plus de valeur. Seulement, on va retenir que les actions européennes clôturent en hausse.
malgré les minutes de la Fed, hein, malgré les rapports de la Fed américaine, ça s'est bien passé pour l'Europe en tout cas. Donc les taux, en tout cas hypothécaires britanniques, là on parle des taux hypothécaires, les taux liés à l'immobilier. Mais quand on augmente, quand les banques centrales jouent sur les taux d'intérêt, ça impacte directement les taux hypothécaires ou les taux obligataires. Il y a plusieurs taux, il y a 3 taux. Le principal, c'est les taux d'intérêt. C'est ça qui jugule l'inflation et qui contrôle l'économie. Ensuite, il y a les taux hypothécaires. Ça, c'est les taux liés aux prêts immobiliers. Et les taux obligataires, les prêts liés aux obligations. Les obligations, c'est les États endettés qui vont demander de l'argent sur les marchés financiers. Et donc, ils vont passer par les marchés pour prendre de l'argent. Et c'est des investisseurs comme des particuliers comme vous et moi. Mais nous, les particuliers, les petits investisseurs comme vous et moi, on peut pas. Voilà, il faut plusieurs millions. Des gros fonds d'investissement ou des gros millionnaires peuvent voilà, émettre un ticket, un bond, ça. Voilà. Et ensuite, la personne les investisseurs vont toucher un rendement. Voilà, l'État va prendre ce bon et va être engagé à rembourser en forme de mois ou d'années avec un taux plus ou moins élevé. Et c'est ça les taux obligataires. Vous voyez. Et donc là, voilà. Là, on parle des taux hypothécaires, donc les taux liés à l'immobilier. Et là, ça concerne les Britanniques, donc le Royaume-Uni, qui baisse enfin. Donc ça, c'est une bonne chose pour relancer l'immobilier. Vous voyez, alors que les propriétaires espèrent un certain soulagement. Là, les taux hypothécaires sont très élevés. Et ça a une conséquence. La conséquence, c'est que quand les taux sont très élevés, les taux hypothécaires, les particuliers qui veulent acheter de l'immobilier ne réfléchissent à 2 fois, vu que les taux d'emprunt pour le remboursement sont très élevés. C'est-à-dire que vous allez emprunter sur 30 ans, par exemple, à 4%, c'est pas la même que si vous empruntez à 1%. Là, le rendement est plus cher, enfin, le remboursement va devenir beaucoup plus cher avec des taux plus élevés. Et donc, en général, les personnes s'abstiennent d'acheter. Et donc là, la conséquence de ça, c'est que l'immobilier britannique est en pleine crise. Elle chute complètement à cause des taux hypothécaires très élevés. Les prêts voilà, pour rembourser sont trop élevés. Ça coûte trop cher. Et donc voilà, 88 000 propriétaires ne remboursent plus leur crédit. Pourquoi? Parce que les taux ont monté. Ceux qui empruntent à taux variable, parce qu'il y a des taux fixes, engagés à payer avec un taux fixe qui ne bouge pas, mais il y en a plein qui achètent à taux variable, et avec les taux qui sont volatiles. Et là, quand les taux augmentent à ces niveaux-là, vous voyez, c'est plus possible. Là, on est à près de, je sais plus, là, 7% des taux, ou je sais pas. Mais comme vous l'avez vu, les taux hypothécaires semblent aller à la baisse maintenant. Ça va soulager un peu les marchés britanniques, le marché britannique de l'immobilier. Et on verra si ça va permettre la consommation et de nouveaux achats, tout ça. Parce que là, l'immobilier britannique est en crise. Les taux hypothécaires sont trop élevés. Okay. Donc voilà, en France, l'inflation qui réaccélère. Voilà une mauvaise nouvelle. Et c'est ça que les marchés craignent. C'est que l'inflation ne soit pas maîtrisée. Pour ça, ça va avoir des conséquences de laisser les taux plus longtemps, d'être maintenus pour longtemps, ce qui aura pour conséquence de casser vraiment l'économie de manière brutale. Donc là, c'est sur un fil. Hein. Surtout en Europe, l'inflation réaccélère en décembre avec l'énergie et les services. Voilà, l'énergie, là, c'est les conséquences, on va dire, de la guerre, des conflits russes en mer Rouge, là, voilà. Et tout ce qui est autour de l'Europe, les conflits qui entourent l'Europe, même avec Israël, c'est proche de l'Europe. Donc, voilà, les prix qui repartent à la hausse, les prix surtout de l'énergie, pétrole, tout ça. Et donc, ça a pour conséquence de faire partir l'inflation à la baisse. Et donc, les banques centrales européennes vont devoir mettre un gros coup sur les taux, les laisser maintenus. Ça aura pour conséquence de faire tomber les économies en question, là, les économies européennes, comme françaises, comme les choses comme ça. Donc, les économies risquent de souffrir de tout ça. L'inflation qui persiste. Regardez ça, l'inflation, remontée de l'inflation en France, donc à 3,7%. Donc sur le chart, on voit ici, regardez, elle est fortement augmentée jusqu'à 6,3% en février. C'était le plus haut là, février 2023. Et donc là, toute cette année 2023, ça a chuté jusqu'en décembre. Et là,
En janvier, ça repart. Il semblerait qu'on reparte. Donc, il va falloir que la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale Française, fasse un truc. Soit elle continue, elle maintient, certainement elle va maintenir ses taux. Que là, ils peuvent plus trouver à les augmenter. Ça risque de faire peur au marché. Donc là, je pense qu'ils vont les maintenir encore plus longtemps que ce qu'ils devraient l'être. Donc voilà. Et, euh, et pour les chiffres, donc énergie et services, plus 5,6%. Vous voyez, et alimentation, plus 7,1% par un an. Les prix qui repartent à la hausse. Ne vous étonnez pas si en France, les choses continuent à rester chères. Les conséquences de la guerre, les conséquences, voilà, euh, des dépenses, voilà, des politiques, des choses comme ça, voilà, débloquent beaucoup d'argent. Il y a eu le Covid qui est passé. Et donc, ils impriment beaucoup d'argent voilà, pour faire tourner leur économie. Et donc, ça crée de l'inflation. Donc, voilà où on en est maintenant. Donc, voilà. En Asie, maintenant, vous voyez que déjà, en Occident, ça ne se passe pas très bien. Aux États-Unis, les marchés qui chutent parce que la Fed ne sait pas trop quand elle va baisser ses taux. En Europe, bah, vous avez surtout au Royaume-Uni, l'immobilier qui est en train de s'effondrer. Les taux qui sont trop élevés, les taux hypothécaires d'immobilier. En France, vous avez l'inflation qui repart à la hausse. Donc, que des mauvaises nouvelles. Et voilà pourquoi les marchés surtout américains ont chuté. En Europe, c'est bizarre, ça clôture en hausse, mais on va certainement avoir l'impact demain ou la semaine prochaine. Et donc là, en Chine, la Chine, c'est encore pire. Enfin, la Chine n'arrive pas à relancer sa croissance. Donc la Chine mène les pertes en Asie, alors que les investisseurs évaluent les minutes de la Fed. Donc, c'est ce monsieur qui a écrit l'article. Je vais voir. Mais la Chine a du mal à relancer sa croissance et les marchés chinois n'arrêtent pas de chuter. Et c'est eux qui mènent les pertes en Asie. Là, au Japon, en Corée du Sud, ça se passe un peu mieux. Là, la Chine, elle, est à la baisse. Et donc, ces entreprises souffrent. Et donc, Alibaba, qui est, on va dire, le Amazon, le commerce chinois, on va dire, le commerce en ligne, pour acheter en ligne, tout ça. Alibaba était autrefois un chouchou de Wall Street. Après une chute de 75% en 3 ans, quelle est la prochaine étape? Alibaba a chuté de 75% en 3 ans. Donc, est-ce que cette entreprise a de l'avenir? Pour ça, il va falloir que la Chine sorte de ce pétrin de déflation. Ça n'arrive pas. En fait, ils ont mal à relancer leur économie. Si la Chine ne s'en sort pas, Alibaba ne s'en sortira pas. Donc, si la Chine arrive à se relancer, Alibaba aura des chances. Donc, on verra par rapport à tout ça. Donc, Lazada, qui est une filiale d'Alibaba, c'est la filiale on va dire d'Alibaba en Asie du Sud-Est. Donc, en Malaisie, à Singapour, en Indonésie, Alibaba a, on va dire, cette branche-là pour le e-commerce qui s'appelle Lazada. Et Lazada d'Alibaba supprime ses effectifs dans toute l'Asie du Sud-Est. Vous voyez, en général, quand on coupe ses effectifs, c'est qu'on veut faire des économies. Que ça se passe pas très bien. Et donc voilà, lors d'une nouvelle série de licenciements. Donc on voit que ça se passe assez mal pour Alibaba. Et il procède à des licenciements qui n'est pas de bon augure. Donc voilà, là on va passer aux cryptos. Et les cryptos, bon, c'est un autre visage. C'est vraiment au marché financier. Des tensions, l'inflation n'est pas maîtrisée. Voilà, et les taux qui restent élevés, qui mettent une pression sur les marchés. Voilà. Les marchés traditionnels, que ce soit en Occident ou en Asie, ça se passe pas très mal. Mais les cryptos, c'est un autre vent. C'est un vent assez optimiste, basé sur l'acceptation des ETF, des trackers sur les marchés traditionnels qui vont arriver pour les cryptos. Et donc, il y a un vent d'optimisme. On attend que l'approbation soit faite et les cryptos devraient continuer leur rallye haussier qu'ils font depuis le début de l'année. Donc là, on est sur un vent positif pour les cryptos. Là, on voit du vert avec un Bitcoin qui est à 44 000. Et il faut savoir que dans la semaine, Bitcoin était à 45 000 et a brutalement chuté à 42 000. Donc, passant de 45 à 42, perdant 3 000 $ en fait, en même pas quelques heures. Vous voyez? Et donc là, c'est en train de se reprendre et ça repart tranquillement à la hausse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à tout ça? Donc, voilà, la résistance la plus importante pour Bitcoin a cassé ci-dessus. Donc, la zone de résistance pour le Bitcoin se situe aux alentours des 44 à 46 000. C'est là où il faut... Voilà, c'est là où ça se passe. Donc, on y est.
À 44 000, là, à l'heure actuelle, on est dans cette zone de bataille. Maintenant, il faut que le Bitcoin soit au-dessus de 45 46 000 pour avoir sa force pour aller plus haut là. Et donc, vous voyez, une forte volatilité, hein, des grosses bougies de correction, tout ça. Et donc, voilà pourquoi ça a chuté d'un coup. C'est encore Matrix Sport qui, en ce moment, balance des articles. Voilà. Une entreprise d'analyse. Donc, si le Bitcoin perd 9% à cause d'un article, rapport pessimiste, il doit avoir un sacré paquet de gens sur les stocks. Donc, regardez, c'est ça là qui a justifié la cause. En gros, attends, je vais vous le traduire. Donc, le prix du Bitcoin a chuté de 9% en une heure sur la base d'un rapport de Matrix Sport, prédisant un rejet par la SEC de toutes les applications Bitcoin ETF. Normalement, tout le monde sait que c'est imminent. Normalement, on doit avoir l'acceptation. Vous voyez, c'est encore ce narratif-là. Encore autour des ETF Bitcoin Spot. En fait, la chose, c'est que tout le monde sait que ça va être accepté. Tout le monde attend ça. Et là, on a eu un rapport qui a montré que tous les ETF pourraient être repoussés finalement. Vous voyez? Donc, même rejetés, c'est-à-dire non validés. Et cette nouvelle-là est sortie, là, ce rapport de Matrix Sport, là. Donc, a créé, a emmené un sentiment de peur, de panique sur les marchés. Que là, un rejet serait une catastrophe. Les marchés ne voient même plus que ça. En fait, que les ETF seraient repoussés. Et ça a jeté un froid sur les marchés. Le Bitcoin a perdu 9% en une heure seulement. Okay, donc ça a été une hécatombe sur une heure, une grosse chute qui a emmené déjà voilà, plus de 480 millions de dollars liquidés sur le marché crypto au cours de la dernière heure après la chute du Bitcoin. 480 millions liquidés. Donc quand c'est liquidé, c'est rect. C'est-à-dire que c'est éliminé, c'est l'argent perdu. Donc ça, c'est sur l'ensemble des gens. En fait, ont mis des leviers et on parie que le Bitcoin exploserait. Enfin, en fait, quand ça part dans le sens contraire, c'est une liquidation directe. Et vice-versa. Il y a des gens aussi qui parient à la baisse. Mais quand ça monte, ça explose. C'est les gens qui ont parié à la baisse se font liquider. Et donc là, c'est l'argent complètement illimité. Vous voyez? Donc, pour le coup, pour ces personnes-là, c'est très dur à encaisser. Et après, c'est un mal pour un bien parce que les marchés, c'est pas bon que les marchés soient remplis de leviers. Voilà. Beaucoup, en fait, ça perturbe données, des choses comme ça. Et pour le coup, quand les marchés se font liquider ou nettoyer, ça permet au marché d'être épuré et de repartir sur de bonnes bases. Et donc, c'est un mal pour un bien, en fait, pour les marchés. Donc, en tout cas, regardez, il y a une personne qui a voulu jouer au cow-boy. Une personne s'est faite liquider totalement sa position de plus de 160 000 dollars suite à la baisse soudaine du Bitcoin hier. Donc, cette personne-là, Goku dit « Je ne cesserai jamais de rappeler que le trading avec effet de levier est à éviter. » Donc, il y a un petit malin qui s'est cru plus intelligent que tout le monde et un petit malin. Ça, il a pris un gros risque, hein. Mais lui, ça se voit qu'il cherche à devenir multimillionnaire rapidement. Là, il a perdu son pari. En fait, il a mis une position, il a misé plus de 160 000 dollars. Il a mis un levier en pariant que le Bitcoin allait exploser. Donc là, il a pris un très gros risque. Lui, s'est fait rect. C'est-à-dire que là, il s'est fait liquider. Et 160 000 pour lui, c'est perdu à vie. C'est ça quand on met des leviers et surtout quand on trade, on parie à la hausse ou à la baisse. Ça, c'est un jeu très risqué. En tant qu'investisseur, l'investissement, c'est pas que ça. Les gens pensent que c'est l'investissement, la bourse comme risqué. Parce qu'en fait, on ne vend que les traders. Les gens parient comme si c'était des paris sportifs. L'investissement, c'est pas ça. C'est du long terme, normalement. Là, vous gagnez vraiment de l'argent. En fait, vous achetez et vous détenez vos positions sur le long terme avec une conviction. Et il faut que l'actif sur lequel vous avez investi, bien sûr, prenne de la valeur. Mais ça, c'est un jeu de patience. L'investissement, ceux qui sont impatients, c'est eux qui perdent de l'argent. Ceux qui sont patients, c'est eux qui gagnent de l'argent. C'est pour ça que le meilleur investisseur de l'histoire, c'est Warren Buffett. C'est simplement le plus patient de tous les investisseurs. Il est très patient et il met dans des entreprises. Il y a une technique où des entreprises de bonne qualité, mais qui ont un prix, on va dire, très attrayant. Qui ont un très très bon prix d'achat. Vous voyez, pour ça, il faut avoir une sacrée patience. Et donc, voilà par rapport à ça. Après, l'ère de Warren Buffett est terminée. Hein.
C'est l'ancienne époque. Les marchés maintenant sont remplis de spéculateurs, des choses comme ça. Maintenant, ça va très vite. L'action, à peu près la même voie en même temps. C'est plus comme avant. Ça a changé. Il faut s'adapter à la nouvelle ère qui est beaucoup plus, comment dire, actif. En fait, il va falloir avoir un investissement pour moi beaucoup plus actif que passif, on va dire. Puisque maintenant, ça évolue très vite sur les marchés. Et ça peut changer très vite. L'ère de Warren Buffett, là, avec les intérêts composés, dans un monde aujourd'hui, là, où tout évolue très vite, j'ai du mal à, voilà, avec ça. Il y a beaucoup d'investisseurs, surtout en français, là, voilà, très prudents, un peu les dividendes, les intérêts composés. Et ça, je pense que ça va s'arrêter brutalement. On est en train de changer de modèle d'économique. On va passer à la crypto, la blockchain, le Web3. Les anciennes actions traditionnelles, les dividendes, les trucs comme ça va bientôt ça va s'évaporer au profit de crypto ou d'autres choses. Ça va prendre du temps. Hein. C'est pas dans les 2-3 ans que ça va arriver. Et petit à petit, on va basculer dans ça. Les intérêts composés vont certainement revoir leur truc et casser en fait ce timing d'intérêts composés. Après, moi, c'est mon avis. Donc voilà, par rapport à ça, grosse liquidation. En tout cas, le Bitcoin, lui, suit son cours. Hein. On espère un Bitcoin qui atteindrait les 81 000 $. Voilà, c'est un dessin comme ça. Donc, on va voir post-halving. Donc, après l'halving, la target, ce serait 80 000 $. Donc, c'est ce qu'on espère. Non, là, c'est même post-halving. Donc, avant le halving. Donc, est-ce que ça va se passer? Ça me paraît compliqué. 80 000. Il faudrait que les ETF déjà soient acceptés. Mais voilà, j'ai du mal. Faut voir. Ça reste possible. Hein, parce que le schéma, là, il n'est pas si dégueulasse que ça. Hein. En fait, c'est un schéma qui peut se produire. Et on verra. Il faut que les ETF soient acceptés pour ça. Donc, en tout cas, le bull run du Bitcoin, des cryptos, en tout cas, le bull market qui a déjà commencé, depuis début 2023. Et là, on est déjà à 30%. Pour ceux qui attendent, ils ne sont pas sûrs qu'ils attendent les ETF, sachez que vous avez fait une bonne partie de la hausse déjà. Il fallait rentrer quand le Bitcoin était à 15 000. Là où, voilà, là, le Bitcoin maintenant, il est à 40 000. Ceux qui attendent, qui ont peur, non, il faut sauter dans le train depuis. Il faut continuer. Parce que le Bitcoin, là, il est qu'à 30%. Il n'est même pas encore la moitié. Sauter dans le train et trouver peut-être un bon point d'entrée, mais sauter dans le train normalement. Après, ce n'est pas un conseil en finance, bien sûr. Et alors, là, voilà, une mise à jour du BTC, du graphique. Là, tout semble être bullish. Hein, parce que là, on rebondit sur la ligne de tendance haussière. Là. Donc, normalement, ce qui nous attend, c'est un énième rebond pour aller très, très haut. Donc, on va voir. On va voir si ça va se tenir ou pas. Alors, ah oui, je suis déjà à 30 minutes de vidéo. Donc, en tout cas, certains disent qu'il y aura un gigantesque cycle de boules qui arrive sur les cryptos. Donc, ça, c'est vrai. Je pense que les cryptos vont exploser. Il va y avoir un bull run. Mais là, les analystes disent qu'il va y avoir un cycle de bulles en fait sur les marchés. Une bulle, c'est quand les marchés sont à des niveaux très élevés. Ça forme un pic. En fait, et là, on parle de bulles. Comme si là, ça crée une bulle qui va exploser. Et ça, oui, ça va arriver, mais pas tout de suite. Certainement en 2025. Donc, on va avoir toute l'année 2024 où ça va monter. Et certainement que oui, en 2025, on va être dans une phase de bulle. Va certainement éclater vers fin 2025, début 2026. Ça, pas de doute là-dessus. Mais ils cherchent déjà, surtout Investing, ils cherchent toujours à créer de la peur, de la panique, tout ça. Donc, en tout cas, on revient sur les ETF, c'est là le point important. Goldman Sachs, donc une des plus célèbres banques américaines, l'une des plus prestigieuses, est en discussion donc avec BlackRock et Grayscale, deux des plus gros émetteurs des prochains ETF, pour devenir participants autorisés de leur ETF. Les banques ont un gros coup à jouer là. JP Morgan, Goldman Sachs, en devenant participants, ils participent en fait, au mouvement de liquidité pour les investisseurs fortunés, pour qu'ils s'exposent aux trackers là, du Bitcoin, là, aux ETF. Et donc, voilà, tout ça, c'est des frais en fait, qui pourraient générer face au fort volume. C'est pour ça que toutes les banques souhaitent faire participants et participer
fait, à proposer pour ces trackers. Ils veulent devenir des intermédiaires et générer des frais par rapport à tout le volume qu'il y aura. Et donc voilà. Après JP Morgan, c'est Goldman Sachs donc, qui souhaite être autorisé à créer et racheter des parts de ces ETF. Ils ont les moyens, ils rachèteraient ces parts. Voilà. Et ils posséderaient donc ces parts. Il y aurait un max d'argent. Donc voilà, le FOMO institutionnel est en marche. Donc ils veulent tous leur part du gâteau. L'ETF, ça va être immense. Ça va ramener des milliards de liquidités sur le marché, certes traditionnel, et voilà, sur le marché de la cryptographie aussi. Ça va exposer les investisseurs au Bitcoin et ensuite la cryptographie. Et la cryptographie va exploser grâce à tout ça. C'est une grosse crédibilité en tout cas pour la cryptographie. Donc voilà. Aussi, autre nouvelle, le Nasdaq, le New York Exchange et d'autres acteurs boursiers ont rencontré la SEC. Voilà, hein, les principaux émetteurs d'indices, enfin, l'indice du Nasdaq, enfin, les dirigeants qui sont derrière, le New York Stock Exchange. Donc là, c'est les marchés financiers. Donc là, qui ont rencontré la SEC. Donc les acteurs boursiers ont rencontré la SEC. Donc il s'agirait de discuter des derniers ajustements avant un éventuel lancement des ETF Bitcoin Spot. Vous voyez, hein, si les acteurs de la bourse traditionnelle, des marchés traditionnels, sont avec la SEC, c'est pour bien que tout soit réglé, que tous les détails soient bien peaufinés avant le lancement de ces trackers qui vont sur les marchés traditionnels. Donc voilà, donc c'est très proche. Ça, je vous dis, hein, c'est une question de temps. Et là, regardez bien, aujourd'hui même, je parle de jeudi, là, tous les émetteurs ont déposé un enregistrement de titres pour leurs ETF. On a beaucoup d'émetteurs. Donc, Fidelity, en gros, Fidelity, c'est un mastodonte qui gère les retraites. C'est une retraite américaine, peut-être plusieurs milliards d'actifs. Voilà. Eux aussi, ils veulent participer à émettre. Oui. Vous voyez, ils veulent, voilà. Ils sont voilà, émetteurs aussi. Et donc, eux, ils ont déposé un enregistrement pour la SEC. Donc, ils ont déposé en gros leur dossier mis à jour pour leur ETF, en fait, Bitcoin. Okay, donc, eux, c'est à jour. Mais regardez, là, vous avez Fidelity. Ici, vous avez Valkyrie, donc un autre émetteur, qui vient de déposer un enregistrement de titre pour son ETF auprès de la SEC. Donc, ils s'enregistrent tous comme quoi ils veulent émettre du Bitcoin. Donc Fidelity, Valkyrie, vous avez maintenant Van Eck, vous voyez, Van Eck qui dépose aussi un enregistrement. Et là, vous avez aussi Ark Invest, Ark 21. Vous voyez, Ark Invest, et je pense même aussi, voilà, Grayscale. Voilà, donc là, vous avez 5 émetteurs dans la même journée qui ont déposé leur enregistrement. Aujourd'hui, là, je parle du jeudi 4 janvier 2024. Vous voyez, donc 5 émetteurs qui ont déposé et qui ont enregistré leur demande aujourd'hui. Ça ressemble à ça, là. Auprès de la sécurité, auprès de la SEC. Vous voyez, donc, ça y est, hein, tout est prêt. Je pense qu'ils ont finalisé leur dossier. La SEC, avec les acteurs des marchés traditionnels, vous voyez que tout est en préparation. C'est qu'une question de, voilà, d'heures limite. Okay, et donc, pour être plus précis, là, on a une enquête. L'enquête Bitwise, les candidats à l'ETF montrent que 88% des conseillers intéressés par l'achat Bitcoin attendent qu'un ETF Bitcoin soit approuvé. Bitcoin Spot soit approuvé. Donc, tous les clients de ces émetteurs attendent que le ETF soit approuvé avant de s'exposer au Bitcoin. Ils ne veulent pas acheter du Bitcoin comme ça, à travers les exchanges et tout ça. Ils ont un peu peur. Ils veulent un peu de Bitcoin dans leur portefeuille et à travers les marchés traditionnels. Et c'est pour ça qu'ils attendent que les demandes soient approuvées. Et ça, c'est qu'une question d'heure. Vous voyez ? Donc voilà. Et suite à ces réunions, justement, là, c'est encore plus récent. La SEC pourrait notifier les demandeurs d'ETF Bitcoin d'approbation vendredi. Donc là, dans la journée d'après, là, donc là, on est jeudi. Ça serait plutôt vendredi. Moi, là, à l'heure où j'enregistre, on est déjà vendredi. Hein. Et moi, il est 1h du matin. Vous voyez ? J'ai pas eu le temps d'enregistrer la vidéo jeudi. Là, j'avais à faire. Et là, il est 1h du matin. Et sachant que je bosse
commence à 7h. Hein. Mais voilà. Là, en fait, aujourd'hui même, hein, si moi, il est 1h du matin, aujourd'hui même, et vous, quand vous allez avoir la vidéo, ça va être vendredi matin. Et la sortir pour 1h. En fait, quand ils disent une approbation vendredi, c'est aujourd'hui même. Avec un lancement prévu la semaine prochaine. Donc, après, suite à ces réunions, en fait, la SEC pourrait enregistrer, pourrait notifier ou prévenir tous ces émetteurs-là, Fidelity, Grayscale, BlackRock, que les ETF seraient acceptés. Donc aujourd'hui, hein, aujourd'hui même, attendez-vous à de la volatilité. Hein, et avec un lancement la semaine prochaine. Là, on est vendredi, on va ensuite attendre le week-end. La semaine pro, peut-être qu'il serait lancé. Donc là, ça peut évoluer très vite. Hein. Dans les prochaines heures, là, on pourrait avoir une explosion encore du Bitcoin. On pourrait passer au-dessus des 50 000 même. Les prochaines heures, là. Donc, il faut voir. Vous voyez. Et donc, en tout cas, si la SEC se mettait à jouer les cow-boys encore et à refuser tous les ETF au compte en Bitcoin, les demandeurs poursuivraient immédiatement en justice et à la cour d'appel de Washington. En tout cas, les émetteurs poursuivraient immédiatement. Donc, les émetteurs, on parle de Fidelity, Grayscale, Invesco, BlackRock, Van Eck, tous ces émetteurs qui veulent proposer du Bitcoin à leurs clients sur les marchés traditionnels, eh ben, ils attaqueraient directement la SEC et donc la cour d'appel de Washington déciderait à nouveau que la SEC était arbitraire et capricieuse, déclarait l'avocat américain en valeurs mobilières James Murphy. Donc voilà, hein, cet avocat-là, ici là, en valeurs mobilières, dit que si la SEC se met à refuser, et en gros, les émetteurs vont attaquer la SEC et directement, la cour va dire que la SEC a mal fait les choses et ils vont mettre un coup de pression à la SEC. Donc cet avocat qui en sait quelque chose prévient la SEC. En tout cas, est en train de mettre une grosse pression à la SEC. Donc voilà, hein. En tout cas, on a une date limite par rapport à l'approbation des ETF. Nous, on attend, comme je vous l'ai dit à un instant, peut-être une décision aujourd'hui même, vendredi 5 janvier. Mais on est le 5 mai, la date limite normalement pour que les ETF soient acceptés, c'est au 10 janvier. C'était annoncé. Voilà, hein. Aujourd'hui même ou dans 5 jours, on y est. Hein. De toute façon, là, c'est dans les 5 jours quasiment. Ça devrait se faire. Donc là, plus que jamais, on est proche. C'est énormément, voilà. Et j'ai titré la vidéo « Jeu psychologique ». Pourquoi? Parce que, voilà, vous avez des rapports, là, comme qui ont lancé une rumeur comme quoi ça serait refusé. Et donc, en fait, vous avez vu le Bitcoin qui a chuté de 9%. On rentre là dans une sorte de jeu psychologique. Plusieurs disent que la nouvelle va être vendue, tout ça. Voilà, c'est très psychologique. Est-ce que je vous ai dit que l'annonce va être imminente pour l'approbation. Est-ce que ça va pas être pour un refus? Donc ça se trouve, ils vont même faire exprès de refuser ça pour liquider les marchés. Et peut-être le 10 ou peut-être dans 10 jours plus tard, ils vont accepter finalement les ETF. Donc là, quoi qu'il arrive, même si c'est refusé à court terme, gardez votre sang-froid. Là, il y a un peu psychologique qui est mis en place. Et c'est, en fait, vous savez que sur les marchés, le but, c'est de voler, de prendre l'argent des autres. Donc la SEC n'est pas là pour faire plaisir aux investisseurs. Les émetteurs, en fait, ils savent qu'on risque de prendre énormément de bénéfices sur tout ça. Donc, ils risquent d'avoir peut-être un piège avant l'approbation. Et c'est pour ça que restez calme. Quoi qu'il arrive, holdez. Ne jouez pas aux traders, tout ça. Et là, il y a un jeu psychologique. Et là, il nous reste 5 jours pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et on pourra avoir des mauvaises surprises. Donc, ne tombez pas dans le piège de ce jeu psychologique. Donc voilà, en attendant, regardez. Les candidats, le test spot Bitcoin, Galaxy et Invesco. Une nouvelle vidéo commémorant l'anniversaire de Bitcoin. Vous voyez? Donc, hein, les émetteurs sont à fond sur le Bitcoin. Et ils font des pubs et tout ça pour un peu rendre hommage au Bitcoin. Parce qu'ils savent que il y a un gros business à se faire dessus. Et donc voilà, en attendant, vous avez les anciens dirigeants de Citi, une des plus grandes banques américaines, lancent des certificats de dépôt Bitcoin. Vous voyez, qui sont des titres adossés à Bitcoin qui n'ont pas besoin de l'approbation de la SEC. Et d'après Bloomberg, là, ils lancent des certificats de dépôt. Je ne sais pas comment ils ont l'éligibilité pour faire ça. Mais en tout cas, c'est des titres liés plus ou moins au Bitcoin et qui n'ont pas besoin que la SEC valide ou pas. Je ne sais pas si c'est déjà le cas. Mais en tout cas, ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être ça qui a contribué à
à ce que le Bitcoin remonte un peu de sa forte chute. Donc voilà, on a fini la vidéo. Là, c'était assez long, hein, près de 40 minutes, je crois. 45 minutes, c'est assez long. En tout cas, voilà. Là, je vous mets les cryptos dans la tendance. Donc, les cryptos qui, on va dire, qui sont en langage plutôt Rust. Là, c'est les cryptos, les blockchains, on va dire les réseaux blockchain ou les réseaux, les plateformes contre-intelligents très rapides. Comme Say Network ou vous voyez en troisième Solana. Donc c'est eux qui trustent en tête. On a le Bitcoin qui est pas loin. Vous voyez que le Bitcoin reste dans la tendance par rapport aux ETF, tout ça. Et voilà. Donc là, le premier qui est en tête, Hivemapper, c'est une carte. C'est comme Google Maps ou Google Earth. Cartographie qui est dans le qui est sur l'écosystème Solana, qui est en troisième position. Pour le réseau blockchain de Solana. Une application donc qui s'appuie sur la blockchain Solana. Et donc Sei, c'est un concurrent à Solana. C'est une blockchain de smart contract. C'est un réseau qui va proposer des services donc comme Solana ou Ethereum. Et donc Sei, c'est considéré comme un réseau très très rapide. Blockchain très très rapide. Être très rapide, très peu cher. Et donc c'est un outsider. Sei est la blockchain de couche 1 la plus rapide conçue pour évoluer avec l'industrie. Ils disent que c'est l'une des plus rapides. C'est peut-être même plus rapide que Solana après, je sais pas. Mais pour l'instant, elle tourne en tendance. Et regardez, bon, on a les comparaisons, on va les voir tout de suite. Et donc, regardez. Apparemment, vous voyez, là, vous avez Bitcoin, 10 transactions par seconde. Ethereum, 20 transactions par seconde. Solana, 10 000 transactions. Donc, oui, il y a une énorme différence. Alors, Sei, on parle du double, 20 000 opérations par seconde, apparemment. Une finalité de 380 millisecondes. Alors que Solana, c'est 2,5 secondes. Donc, c'est encore la finalité des transactions. Pour valider les blocs, tout ça. C'est encore plus court que Solana. Vous voyez donc, ensuite, voilà. Ils utilisent le sharding, donc le parallélisme. Traitent en gros transactions en parallèle. Donc, c'est pas comme Bitcoin et Ethereum où chaque transaction est séquentielle, c'est-à-dire les uns après les autres. Là, c'est en parallèle. Plusieurs transactions en parallèle, ils gèrent en même temps. Et donc, voilà. En fait, c'est comme Solana, mais en plus rapide. Je peux le résumer ici. Vous voyez donc, je sais pas. En tout cas, gros outsider, Sei Network. Maintenant, il faut voir. Solana, contrairement à Sei, est massivement adopté et validé. Et Solana domine dans tous les secteurs actuellement. Depuis ces 2 derniers mois-là. Et Solana est en forte hausse et domine tous les secteurs. La DeFi, les NFT, voilà, le gaming, tout. Et c'est ce qui n'est pas le cas de Sei, malgré que le réseau soit, semblerait-il, plus performant. Donc on verra ça en tout cas. Donc voilà, on en reste là sur les cryptos de la tendance. Bon, je mets la vidéo en ligne demain matin. Régalez-vous, on se tient en courant pour d'autres vidéos. Je vais sortir, je rappelle, un top 10 des cryptos de 2024 pour moi. Mon top 10 cryptos à détenir. Vous voyez donc, restez à l'affût. Et je vais sortir aussi d'autres vidéos d'actualité quotidienne comme celle-là pour que vous ayez une vulgarisation sur la finance, le marché traditionnel et les cryptos. Donc voilà, bonne soirée à tous, enfin bonne journée plutôt puisque vous allez recevoir la vidéo d'ici demain matin. Et force à nous, hein. Restez à l'affût, restez calme et prenez vos bénéfices si ça explose et restez patient si ça baisse. Allez, à plus.